Bonsoir et bienvenue dans votre émission politique débat hebdomadaire qui est organisée presque tous les week-ends par Alafia TV. Et nous traitons en général des sujets d'actualité et ce soir nous recevons sur ce plateau Maître Koto Traoré, il est avocat au barreau du Mali. Maître, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous avons également sur ce plateau M. Aliou Mahaman Baba. Vous êtes éducateur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Nous avons également sur ce plateau Kumbaba, qui est communicante genre. Elle est femme leader. Moussoya, beaucoup d'entre nous savent déjà, et que vous dirigez donc une SARL. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est le mien. Voilà. Et enfin, Ami Baba Sissé, le directeur de publication du journal Figaro. Et donc journaliste, merci beaucoup Ami d'être là sur ce plateau. Donc on va globalement parler de deux sujets intéressants, peut-être trois sujets. On va parler d'abord de ce retrait, un retrait en tout cas qui était tout à fait attendu par plusieurs observateurs avertis, le retrait de la force Barkhane et de Takuba du Mali. Et donc, on va commencer avec Maître Koto Traoré. Les autorités maliennes disent prendre acte de la décision de la France de retirer la force Barkhane du Mali. Par conséquent, elle demande donc à la France de quitter le pays sans délai. Quel est votre premier sentiment? Premier sentiment de regret. Mais comme si vous venez de le dire, le retrait était prévisible. Au regard des escalades verbales, diplomatiques et politiques accompagnées des invectives à l'égard de deux autorités, les autorités françaises et celles du Mali. Mon regard est que la France est une grande nation qui a fait preuve dans le passé et qui a été présente sur notre territoire sur la demande des autorités du Mali, qui n'a pas été contestée par les autorités françaises. Ça, c'est une évidence. Donc, cela veut dire que la présence française découle d'un acte bilatéral. Quelles que soient les difficultés, la France aurait dû respecter ce qu'on appelle le parallélisme de forme. Le gouvernement, dans son communiqué, a fait référence à des dates successives, des dates de déclaration, des prises de décision par les autorités françaises sans associer le Mali. Et on est arrivé à ce niveau. Moi, je pense que c'est un point de non-retour. La présence militaire étrangère, il faudrait que nous comprenions que c'est un fait qui se limite dans le temps et dans l'espace. Quoi qu'il en soit, le départ, quand même, un jour, aura quand même vu le jour. Donc, moi, je voudrais tout simplement dire, le départ de la sorte n'a pas du tout respecté non seulement les formes de parallélisme, mais n'a pas aussi respecté le peuple malien et n'a pas du tout respecté l'existence du Mali en tant qu'État. Vous remarquerez pour sortir que le président français a d'abord, en vue du sommet l'UE-LUA, a d'abord convoqué l'Union africaine a convoqué les chefs d'État de la CEDEAO. Et il y avait même la présence, il faut remarquer, la présence est remarquée du président de la conférence de l'Union africaine. Et c'est devant ce chef d'État africain que l'annonce a été faite. Tout en ignorant, tout en oubliant que l'acte qui lie le Mali et la France, c'est des actes bilatéraux et c'est des actes juridiques. On aurait dû non seulement consulter le Mali, et on aurait dû quand même notifier la décision à l'État malien. Est-ce que les autorités maliennes ne l'ont pas cherché? Non, les autorités maliennes ne l'ont jamais cherché. Il faut qu'on soit précis. Il y a eu ce qu'on appelle des bruits diplomatiques, politiques. Et il y avait tout à fait normal que l'État malien, en tant qu'État souverain, agisse de la sorte pour la simple raison que la France a refusé catégoriquement de reconnaître le répondant qui est aujourd'hui la transition malienne, qui n'a jamais, d'abord, vous constaterez dans leurs interventions, et reconnaître. Et ils parlent toujours de la junte, tout en oubliant que... La France avait reconnu Bandaou, par exemple, en tant que... Oui, Bandaou, il a reconnu Bandaou en tant que président de la transition, mais après le départ de Bandaou, avec l'arrivée de l'Assimi,
toutes les difficultés et tous les problèmes ont commencé avec l'arrivée, comment dirais-je, de Assimi Goïta. Et un officiel avisé de la France, il a clairement dit que l'erreur monumentale a été de ne pas reconnaître le répondant malien. Aujourd'hui, comment dirais-je, les autorités actuelles, quelle que soit la nature, pour traiter ces questions d'intérêt universel. Parce que la question aujourd'hui du terrorisme est une question qui ne concerne pas seulement le Mali, le Sahel, ça concerne quand même le monde entier. Très bien. Aliou Mohamed Baba, est-ce que vous regrettez justement ce départ-là, comme le prétend, en tout cas le dit Maître Koto Traoré, parce que le Mali, en tout cas aujourd'hui, a annoncé, en tout cas, demandé un retrait sans délai? Merci beaucoup pour la question. Et je pense que, tout comme le grand frère, je suis également surpris, et tout comme la majorité des Maliens, de la situation et de la façon dont... Vous êtes surpris surpris, et j'ai trois sentiments. Je suis surpris, je suis désolé, mais j'ai vraiment confiance en l'avenir. Il faut qu'on soit clair sur ça. Le divorce, on savait que tôt ou tard, ça va advenir. Il faut le dire, toutes les interventions militaires du monde finissent toujours par partir. Maintenant, dans quelles conditions, dans quelle situation il faut partir? C'est là la vraie question qui doit se poser. Et donc, pour nous, peuple malien, nous avons fondé assez d'espoir sur cette intervention militaire dans les années 2013-2014 pour venir nous sauver, en tout cas, ce qui reste de l'État malien, ce qui reste en fait de la situation de nos populations. Et qu'on voit presque 10 ans après, la situation s'est aggravée, ça devient gravissime et ce n'est plus un problème du nord du pays, ça devient un problème du centre, un problème du sud du Mali. On se dit finalement, à quoi bon de rester ici? Au nord, mais ça va quand même, au nord, ce n'était plus comme en 2013 où c'était quand même occupé. Oui, c'était occupé par qui? Des groupes armés terroristes. Des groupes armés maliens aussi, il faut le dire. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas seulement des Maliens qui sont contre, qui réclament des solutions pour des problèmes. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est de groupes armés qui nous viennent d'un peu partout pour venir déstabiliser notre pays. Sachant qu'il y a de forces internationales qui sont là, qui, à clin d'œil seulement, peuvent résoudre un problème. Est-ce qu'il y a clin d'œil des groupes mobiles comme ça, si c'est facile de les combattre? Parce que même à Paris, c'est pas facile. Non, pour répondre tout simplement à la question, c'est qu'aujourd'hui, pour gagner le combat de la guerre, pour gagner la guerre, c'est quoi? C'est juste les renseignements. Aujourd'hui, les puissances qui sont chez nous ont la possibilité de voir tous les mouvements qui se passent dans le nord du pays. Mais comment on peut comprendre que des blindés de voitures de 50 à 60 voitures circulent dans le nord du pays et que des individus nous disent qu'on ne voit pas ça? On ne peut pas comprendre cela. Et où est l'armée malienne dans tout ça? L'armée malienne, la responsabilité, c'est ce que j'ai dit tout de suite, la responsabilité fondamentale première de toute armée, c'est d'assurer la sécurité de sa population pour que la population puisse circuler, vaquer à ses occupations. Là où je vous dis que tôt ou tard, l'armée française devait quitter. Si l'armée française quitte, c'est l'armée malienne de reprendre le flambeau pour sécuriser. Mais les deux ne peuvent pas cohabiter. Si, la cohabitation peut exister dans la mesure où nous traitons d'égal à égal. Maintenant, quand l'armée coloniale, l'armée française se comporte comme une armée, il faut dire le mot, colonialiste, qui donne des ordres, où est-ce que la cohabitation peut aller? Des ordres, comme quoi? Je vous donne juste un exemple. Vous êtes sur votre territoire. L'armée malienne est sur son territoire. C'est l'armée malienne qui doit assurer la sécurité de la population. On appelle l'armée française pour venir nous épauler et non pour venir faire notre lutte à notre place. Parce que c'est ça aussi. Il y a certains qui, nous on se voit souvent sur les réseaux sociaux, des Maliens, même des Français qui disent « on a perdu 53 militaires français dans la guerre contre le terrorisme dans le Mali ». Je m'incline devant la mémoire de ces individus qui sont morts pour la liberté. Nous sommes reconnaissants parce qu'aujourd'hui au Mali, des milliers d'enfants portent le nom de Hollande, portent le nom de Damien Boitier, etc. Nous en sommes reconnaissants. Mais ce que les gens oublient, il y a aussi des morts. Plus de 2000 soldats maliens sont tombés. Donc pour dire tout simplement que la guerre que nous menons, c'est la guerre du Mali. Et c'est la guerre de l'armée malienne. À ne pas oublier, à ne pas confondre avec le fait que la France est venue pour nous épauler. C'est à nous de faire le combat. Merci beaucoup. Alors, Koumbaba, est-ce qu'aujourd'hui, quel est votre regard véritablement de cette situation, en tout cas de cette difficile
relations diplomatiques entre le Mali et la France? Bon, comme ça a été dit, je pense que c'est une situation assez déplorable, mais une situation quand même en tant que fille du pays qui me donne de l'espoir, parce que la première, la responsabilité régalienne d'un État, c'est la sauvegarde de sa souveraineté, c'est la défense de son territoire, c'est assurer la sécurité pour ses populations. Donc, quand il s'agit d'assurer ma sécurité, moi, je ne connais pas Serval, je ne connais pas Barkhane, je ne connais pas Takuba. C'est mes forces armées maliennes que je connais, c'est les FDS, les forces de défense et de sécurité du Mali que je connais. Et je ne maîtrise pas le terrain sécuritaire, mais je maîtrise le terrain de la citoyenneté et je maîtrise le terrain du bien-être et de mes aspirations profondes. Et le Mali, pour l'instant, depuis 10 ans, je vis mal. Je vis très mal et je suis meurtrie. Vous avez dit dans les questions-réponses avec Maman Baba que oui, mais est-ce que le Nord, ça ne s'est pas un peu calmé? Mais le Mali ne se limite pas au Nord. Quand c'est meurtri au Nord, c'est meurtri dans mon cœur. Quand c'est meurtri à Nyono, au Sud, c'est meurtri dans mon cœur. Quand c'est meurtri à Nara, oui, mais Barkhane, d'abord... Il faudrait qu'on soit un peu clair. Barkhane n'est pas dans le centre, à ce que je sais. Non, que Barkhane soit dans le centre ou que Barkhane ne soit pas dans le centre, je ne pense pas que pour la citoyenne lambda que je suis, ça importe très peu. L'essentiel pour moi, c'est que je veux du calme chez moi. Et je ne connais pas Barkhane encore. Mais on revient toujours, on dit, on est venu avec l'autorisation. Serval est venu à la demande du président Djonkouda de la transition. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Barkhane est-elle venue à la demande du Mali ou d'un président? Est-ce que Takuba est venu à la demande du Mali? Et quand le président français s'exprime, c'est très très dommage. Et hier, j'ai réécouté 3 fois la conférence avant qu'il n'aille à Bruxelles. Et d'abord, on dit que le diable est dans les détails. Si vous voyez même, bien que Macky Sall était là en double casquette, parce que le drapeau qui était derrière lui, c'était et le drapeau du Sénégal et celui de l'Union africaine. Oui, parce que et Nana Akufo-Addo était là en tant que CEDEAO, mais je pense que CEDEAO n'a pas de drapeau. On a mis le drapeau du Ghana. Mais l'autre qui était là, Michel, le président du Conseil de l'Union européenne, il a été Premier ministre, mais je ne pense pas qu'il ait jamais été chef de l'État. Et il ne représente pas les chefs d'État. Il dirige un organe politique de l'Union européenne. Mais vous avez vu, on a mis d'abord les 2 nègres devant pour monter sur le podium. 2 nègres même. Oui, et dans l'ordre protocolaire... Non, 2 nègres. Et dans l'ordre protocolaire, chez nous, l'ordre protocolaire, on commence du plus petit au plus haut. Mais il a commencé par qui? Par le président Macky Sall, par le président Nana Akufo, après par le président du Conseil de l'Union européenne. Mais ça, c'est quoi? Et même pour monter sur le podium, si vous voyez l'ordre des micros, il va de soi que celui qui occupe le premier micro vient d'abord. Mais Macky Sall est monté. Nana Akufo, qui était le dernier, est monté et après les 2 blancs l'ont suivi. Nous, on n'est pas militaires. Mais est-ce que ça mais on n'est pas... Le diable est dans le détail. Et n'oubliez pas que vous parlez à des peuples qui ont survécu à la traite négrière, qui ont survécu à la colonisation. Donc nous, on est des peuples traumatisés. Et quand on voit les signes venir, on s'inquiète. La situation est déplorable, mais pour nous, en tout cas moi, je ne confie ni ma sécurité aux Nations Unies, je ne confie ni ma sécurité à la CEDEAO, je confie ma sécurité aux forces de défense et de sécurité ni à du la Mali. Russie, à personne. Mais j'ai confiance au choix de mes forces armées. Parce que c'est ce qui va être le badabada, la durabilité. Aucune armée ne vient pour se mettre dans l'éternité. Elle est appelée à partir un jour. Bon, est-ce qu'elle est partie quand on le voulait? Non. Mais elle ne nous a pas laissé le choix non plus. Et moi, je n'ai aucun problème avec la junte. J'ai regardé Larousse, les dictionnaires. La junte, c'est les militaires en tenue qui occupent un pouvoir et c'est la junte. Et nous, moi, je suis fier de ma junte. Je suis fier de ma junte. Elle est illégale, mais elle n'est pas illégitime. J'ai eu des présidents légaux, mais illégitimes. Et aujourd'hui, ce que la junte est en train de tracer devant moi et ce que je vois par rapport au regain de confiance, d'espoir et d'espérance, je fais confiance à ma junte et je suis fier de ma junte. Et la situation avec la France, ça va se résoudre. Et vraiment, là, je voudrais m'adresser au peuple frère de la France et à toute l'Union européenne. Moi-même, je suis né en Europe. Je suis né en Europe. Je suis né en Yougoslavie. Maintenant, la Serbie. Et l'Europe a
accueilli mes parents, les a instruits. Je ne peux jamais être ingrate. Mais quand on voit à la conférence de presse, encore avant d'aller à Bruxelles, quand on a annoncé le retrait des deux forces, quand il est arrivé aux 53 militaires qui sont tombés sur notre sol, il a dit, le président Macron, qu'il s'incline, il souhaite le propre rétablissement. Pour les blessés français, pour les morts français, ils ne seront redevables. Et après, il dit, eux, ils sont là pour les populations. Mais, ils se foutent de la gueule de qui? S'ils sont là pour la population, ceux qui sont morts là avant d'être militaires, pour le Mali, c'est des populations maliennes d'abord. Ce sont mes fils, ce sont mes frères. Et toutes les populations dont on a brûlé les greniers, dont on a brûlé les femmes enceintes. Est-ce que la France est responsable? Elle n'est pas responsable, mais l'humanité et la courtoisie et le respect mutuel dans le rapport voudraient que si la France combat le terrorisme, que toutes les victimes du terrorisme, qu'elles puissent s'incliner. Je n'ai jamais entendu une autorité malienne ou africaine, quand il s'agit des morts, elle s'incline. Sur le même podium, la France n'a pas salué les morts maliens, mais Macky Sall a salué et les morts maliens, et les morts français, et les morts tchadiens. C'est ça l'humanité. Alors qu'on ne parle pas au nom des populations maliennes. Je suis une malienne, je suis une des populations du Mali. Et vraiment, à partir depuis hier, quand j'ai dit, quand je vais parler des morts de l'Europe ou des morts pour le Mali, je vais m'incliner sur leur âme à cause, parce qu'ils sont des fils d'une femme, qu'elle soit noire ou blanche. Mais plus jamais devant l'autorité française, moi je vais saluer la mort des Français. Parce que l'autorité française ne salue pas mes morts. Et je refuse à partir d'hier de saluer les morts pour l'autorité française, mais je continue à saluer parce que ce sont les enfants d'une femme. Ok, très bien. Ami Baba Cissé, donc voilà, le décor il est campé. Vous, quel est votre regard? Merci beaucoup. Je pense que il y a beaucoup de cœur dans ce qui se dit. C'est le pays. Oui, évidemment, le plateau, il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas le pays. Mais quand les choses se compliquent, c'est la raison qui gère. Je rejoins beaucoup plus ce que Maître disait. Cette histoire est partie d'un échec diplomatique entre la France et le Mali. Parce que la diplomatie par essence, c'est ce qu'on appelle s'amadouer, s'écouter, se parler dans les coulisses. Mais on a vu que les gens s'attaquent à travers des médias, à travers des tribunes. C'est malheureusement le premier qui a commencé, comme elle vient de le dire tout de suite. Lorsque aujourd'hui on par dire quoi? Par dire que la France a abandonné le Mali en plein vol. Ah. Parce qu'à l'époque, comme elle vient de le dire, paix à son âme, c'est Ibeka qui a été convoqué à Pau. Ce redéploiement dont la France parle, ça a commencé en invitant les autorités légitimes, comme tu le dis. Mais aujourd'hui, légal et légitime. Ibeka non, c'est ce qu'elle disait. Elle disait qu'il y a eu des autorités. Bien sûr, c'est-à-dire la France n'avait pas dit ça à l'époque. Parce qu'il faut qu'on situe le contexte. Moi, par exemple, je viens du Nord. C'est difficile pour moi d'aller à Tombouctou aujourd'hui. J'ai la famille là-bas, il y a des informations que je ne peux même pas donner en tant que journaliste, parce que j'ai ma famille là-bas. Les médias qui sont là-bas sont sous-titrés aujourd'hui, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Bref, pour dire quand même que la France, quel que soit le plan qu'ils ont fait, quand même, dans un premier temps, avait impliqué tous les chefs d'État, comme ils sont en train de le faire aujourd'hui. On avait convoqué les chefs d'État à l'époque pour prendre cette décision. Entre-temps, il y a eu le coup d'État dans certains pays. Comme on l'a dit, Banda, on considérait que c'était une autorité civile. C'est pourquoi on l'écoutait beaucoup, c'est pourquoi les autres aussi l'écoutaient. Mais comme on le dit, nous, nos autorités aujourd'hui, c'est elles qui gèrent, qu'on le veuille ou pas. Mais la France, dans un premier temps, a poussé le Mali sur un certain nombre de fautes et le Mali a mordi. Premièrement d'abord, comme on l'a dit, l'accord. La France refuse de répondre à la demande du Mali de la révision de l'accord. Ça fait plus d'1 mois. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, quand on a renvoyé leur ambassadeur, ils ont pris acte. Parce que le lien aujourd'hui entre le Mali et la France, c'est aussi l'ambassadeur. Même le fait que Air France reprenne ses vols aujourd'hui, c'est cet ambassadeur qui est parti renégocier ça. C'est lui qui a plaidé pour que Air France puisse reprendre ses vols. Donc l'ambassadeur avait... Joël Meyer, il avait un rôle à jouer. Mais aujourd'hui, quel est le lien? On se parle comment? C'est un problème qui se pose. Et le troisième élément, c'est quoi? Le Mali pouvait dire à la France, à travers la lettre qui les a fait venir, de quitter. Ça nous aurait grandi. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit, si la France ne joue aucun rôle ici, que les autorités les chassent. Je l'ai toujours dit et je continue à penser que c'est la meilleure logique comme ça. Il est temps qu'on arrête de s'attaquer les uns et les autres. La France nous humilie, on humilie la France. Tu as vu toute la classe politique qui soutient aujourd'hui la posture de Macron qui est dans une dynamique électorale. Ça, c'est normal. Mais chez nous, aujourd'hui, c'est autre chose qui se passe.
Maintenant, la force Takuba, la force Barkhane, on dit que ces pays n'ont pas été invités. Là aussi, nous, on a des correspondances du chef de l'État, Ibeka, qui a adressé individuellement à tous ces pays pour venir. Il y a eu le cas du Danemark. Parce que les autorités sont en train de commettre une mauvaise stratégie en voulant diviser l'Europe. Comme on dit, on traite bilatéralement. C'est plus facile de traiter globalement avec les gens que de le faire bilatéralement. Et aujourd'hui, ça ne marche pas. L'Europe a été embarquée par la France, comme elle vient de le dire. La CEDEAO aussi a un rôle à jouer parce qu'on est dans un ensemble sous-régional. L'Union africaine aussi, tout le monde, la France l'avait dit à l'époque, malheureusement, on est dans ça, on est dans un isolement diplomatique. Ce n'est pas nos bouches qui vont nous en sortir. C'est pourquoi il dit qu'il faut réfléchir. C'est pourquoi hier soir, le gouvernement voulait réagir au communiqué de la France, mais ils ont été beaucoup plus sages de sortir ça ce matin. Et j'ai beaucoup apprécié, sauf que quand on parle de sans délai, je pense que ce sans délai n'a pas sa place. Je sens que la France, le Mali veut que la France revienne, comme elle a dit là, ça peut se régler, comme Diop même l'a dit. Maintenant, il faut que la diplomatie marche. Et là, ça peut marcher, mais la France, c'est une puissance économique, diplomatique, militaire, sur tous les plans. Nous, on ne peut pas tenir tête. Et globalement, on a quel pays aujourd'hui qui nous soutient dans ce cas? Il faut qu'on fasse beaucoup attention, qu'on pose balle à terre, on veut bien se libérer, mais ce n'est pas à travers des discours qui n'ont aucun effet sur la marche du pays qui vont nous en sortir. Globalement, Takuba ne peut pas quitter comme ça sans associer. Maintenant, c'est un chantage qui est là, c'est des enchères qui sont montées, et je pense, comme on le dit, même les Macky Sall, le président du Ghana, c'est des gens qui peuvent plaider. C'est ce que les gens... Mais Baba, est-ce que le Mali a encore besoin de la France? Peut-être que l'armée malienne se sent prête à jouer pleinement son rôle. C'est ce que je suis en train de te dire. Aujourd'hui, l'Europe est adossée à la France. Si le Mali n'a pas besoin de la France, même dans ce discours-là, même dans ce communiqué, j'aurais aimé que le Mali dise que bon voilà, on résilie tous les contrats. Abdoulaye Diop l'avait dit dans une interview il n'y a pas longtemps. Que le Mali, que le fait qu'on dénonce même les accords, c'est sur la table. Aujourd'hui là, on aurait pu mettre ça sur la table et puis dénoncer ça. Mais ce n'est pas le cas. Comme j'ai l'impression que, vous savez, il y a beaucoup de facteurs qui lient la France au Mali. Moi, si on me demande, la France ne serait pas là. La France, je ne te dis pas que la France ne joue pas un rôle parce que je suis du Nord. Même que la France parte, ça ne me dit absolument rien du tout. Mais c'est les autorités qui peuvent les faire partir. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Comme on l'a dit, c'est les autorités qui les ont fait venir depuis combien de temps? Si on veut vraiment casser avec la France, c'est l'occasion aujourd'hui de faire un décret et de les faire chasser. Mais autrement, il faut qu'on trouve la formule dans la diplomatie pour résoudre le problème. Ça va se résoudre diplomatiquement. Ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas au boulevard de l'indépendance. Et ça, malheureusement, ce sont des événements aussi qui déstabilisent un peu les autorités. Parce que quand les gens sortent pour dire on veut ça, les gens ne connaissent pas la réalité. Donc il y a tous ces paramètres qu'il faut voir. Okay. Je sais que la France a parlé, le Mali a parlé, il y aura peut-être des échanges. Ok, très bien. Maître Koto Traoré, alors la France va quitter donc le Mali, le Nord, ça va être certainement un nouveau grand front pour l'armée malienne, qui est déjà un succès dans le centre du Mali. Est-ce que ouvrir autant de fronts, ce n'est pas aussi un autre problème? Oui, je ne pense pas, même si des craintes et des réserves sont légitimes. Vous savez, il faut travailler souvent à décoloniser les esprits. C'est très important, ça c'est en Afrique. Hein. Je le parle ainsi. La France est un partenaire historique du Mali. La France et le Mali, il y a plusieurs liens. Il y a le lien culturel, économique, politique, et administratif et militaire. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais il faut reconnaître que quand je vois les gens entendre dire le vide, effectivement, ils étaient là. Je crois bien Gao. La nature a horreur du vide. Non, la nature n'aura pas horreur du vide dans la mesure où nous avons notre armée et nous avons nos forces de sécurité. Que d'ailleurs, à Tessit, je pense bien, ils sont en train de ratisser large parce qu'il y a eu plusieurs civils exécutés par l'IGS. Il faut, d'accord, je vais continuer le raisonnement. Une armée qui a été détruite pendant 30 ans, il faut mettre l'accent sur... Il faut reconnaître que l'armée malienne, depuis 30 ans de gouvernance politique démocratique du Mali, l'armée malienne n'a jamais été la priorité d'aucun régime légal. Même Moussa Traoré. Je reviens. Non, j'ai dit 30 ans de dernière année, de 91 à nos jours. Il a fallu que Ibeka vienne dans un contexte particulièrement difficile pour prendre des textes, faire des annonces, des financements, des investissements dans l'armée, mais l'impact n'a jamais été vu par le peuple malien. Donc, il faut reconnaître que c'était une armée à terre, une armée totalement quand même affaiblie. Il fallait reconstruire tout. Donc, cette transition est arrivée en trouvant sur place la force Barkhane. On est d'accord que l'intervention française a été quand même saluée. Et il faut reconnaître que cette intervention
aurait dû être limité dans le temps et dans l'espace. Et même, je dis bien, et même l'ancien président français, François Hollande, il l'a dit, l'erreur monumentale a été de s'éterniser au Mali. S'éterniser au Mali, pourquoi? La demande malienne était très claire. En 2013, il fallait un appui aérien et des renseignements pour stopper l'avancée, c'est-à-dire des djihadistes, vers le site. Et cela a été fait. L'armée malienne, quel que soit, quoi qu'on dise, non, quel que soit, l'armée malienne s'est battue avec l'armée française pour reconquérir les régions perdues jusqu'à Kidal. Le tampon a été Kidal et c'est la France qui a fait Kidal un sanctuaire pour les autorités maliennes, pour les autorités militaires, pendant 7 à 8 ans. Maintenant, ce vide qui est entre le Kidal jusqu'à l'Algérie était quand même une zone de non-droit. Une zone de non-droit qui était sous le contrôle des forces armées françaises et non des forces armées maliennes. Il faut reconnaître ça. Maintenant, les groupes armés indépendantistes ont été quand même des amis de la France, il faut le reconnaître. Ah, ces groupes armés indépendantistes que la France appelait que c'est des mouvements politiques, il faut les écouter, il faut les accompagner. Et leur objectif recherché, c'était quand même l'indépendance du Nord. Et ces mêmes groupes indépendantistes étaient liés avec les terroristes Layad, il est de Kidal. Donc il faut qu'on soit très clair. La France a mené une mission ponctuelle qui a fait le succès en 2013. Maintenant, de 2014-2015, il faut voir ce qui se passe. La France a son précaré et qui contrôle tout au nord, il faut le reconnaître, pendant que les localités maliennes sont brûlées, les villages sont pris d'assaut par les djihadistes. Ensuite, non, je reviens, les zones sont interdites à l'armée malienne. Ça, il faut le reconnaître, ça fait mal, ça fait très mal. C'est pour cela, quand on parle souvent de la franchise et de la sincérité dans la coopération militaire, c'est très important. Les mêmes Américains sont venus au secours de la France en 1945. Mais De Gaulle était un militaire. Quand il a demandé le départ, ils sont partis sans problème. Mais dans le cas précis, le Mali n'a pas demandé le départ. Les Américains voulaient rester un peu plus longtemps. Mais quand De Gaulle a demandé, ils sont partis. Quand ils sont partis, la France a fêté leur départ. Donc, moi, ils auraient pu demander, comme le dit donc Ami Baba Cissé. Oui, non, l'autorité n'aurait pas allé jusqu'à ce bout, jusqu'à ce niveau d'escalade avec la France. Quand même, la France était là. Il fallait ça, c'est l'aspect militaire, même s'il y avait des problèmes. Mais il faut reconnaître que Macron a dit des choses. Il dit qu'il ne partage plus la stratégie et les objectifs cachés. Mais une autorité d'en face, vous refusez de reconnaître. Vous refusez de discuter avec cette autorité, mais vous voulez partager quelle stratégie ou vous voulez partager quel objectif. Il faut qu'on soit clair et la France a sa responsabilité aujourd'hui de la dégradation de situation sécuritaire du Mali. La responsabilité n'est pas partagée. Non, la responsabilité est partagée parce qu'il revient. Tout le monde l'a dit. Baba l'a dit, c'est-à-dire ma sœur l'a dit et lui l'a dit. La mission première pour sécuriser les territoires maliens et les Maliens incombe à l'armée malienne. Nous devons tous rester derrière cette armée, soutenir cette armée, voir d'autres perspectives, comment faire pour sécuriser notre pays en partenariat avec le monde. Ok, très bien. Aliou Mahaman Baba, rapidement par rapport je viens de le dire, à l'ouverture du nouveau front pour le Mali, un bras de fer élargi désormais. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup pour la question. D'abord, je voudrais juste rebondir 30 secondes sur un point. Vous savez que l'histoire contemporaine du monde d'aujourd'hui nous enseigne que la France n'a jusqu'à présent pas gagné une grande guerre qu'elle a menée depuis la Deuxième Guerre mondiale. La guerre d'Algérie finit par l'indépendance de l'Algérie, la perte des milliers et des milliers de kilomètres pour la France. La guerre en Indochine, elle l'a perdue. L'intervention militaire chez nous, tout le monde connaît l'échec patent de la France qu'elle ne veut pas reconnaître. Maintenant, le problème des États capitalistes, c'est que... Dans la seconde étape, la France a échoué de la seconde étape, mais pas de la première étape, on est d'accord. Elle a échoué. Parce qu'elle a stoppé quand même... oui, jusqu'à Kidal. On applaudit. Voilà. On applaudit, c'est là, on l'a applaudi. Seulement, le problème est que les résultats qu'on a attendus ne sont pas là. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, juste pour finir ce point, je disais que
le retrait de la force Barkhane, ça ne pouvait pas aller autrement, grand frère, parce que tout simplement, les États capitalistes occidentaux ont cette mentalité-là, selon laquelle, il y a Gilles Ferry qui disait dans son temps que pour un pays capitaliste, rayonner sans agir, sans se mêler des affaires du monde, c'est abdiquer. C'est-à-dire tout simplement que on sait qu'on a tort, on sait qu'il y a l'échec, mais on ne peut pas ramasser les bagages, partir. Si on quitte, ça sera un manque de prestige pour la France dans sa zone de précarité, comme grand frère Raïa allait dire. Et aujourd'hui, il faut trouver une manière de sortir la tête haute sans que les autres puissances rivales puissent dire qu'on a perdu. Alors qu'on a véritablement perdu une guerre. Maintenant, pour répondre à votre question, l'ouverture des zones, effectivement, c'est des zones qui sont mises aujourd'hui à la portée et de la Chine et de la Russie. Maintenant, l'autre point, c'est quoi? C'est que si moi-même, pourquoi je vous dis que j'étais surpris du départ? Je n'aurais jamais cru que la France serait capable d'abandonner le Mali. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, le Mali, c'est un point stratégique de la géopolitique internationale. Il ne faut même pas qu'on se l'air. Aujourd'hui, Thessalite, la base militaire de Thessalite est plus proche de Paris que Moscou. Elle est plus proche de Paris que Moscou, quand on prend un vol d'oiseau. Et si aujourd'hui la France décide de quitter le Mali, laisser cette grande zone, cette grande base militaire entre les mains soit de la Chine, soit de la Russie, si les Russes viennent chez nous pour assurer notre... accepter que les Russes et les Chinois viennent piller ou je sais pas. Non, pas piller. Piller, nous ne sommes pas d'accord. Piller, nous ne sommes pas d'accord, mais aider à sécuriser notre territoire, on est d'accord. S'ils viennent, moi je veux juste rappeler à la France. Encore sous-traiter même. Rappeler à la France que si jamais la Russie s'installe chez nous, au Mali, précisément à Thessalite, les missiles russes seront plus proches de Paris. Et elle, ce n'est pas dans son intérêt. Je doute fort qu'elle va partir. Ils vont renégocier peut-être pour dire encore. Déjà, ils ont dit que c'est 6 mois. 4 à 6 mois qu'ils vont partir. Entre-temps, nous espérons qu'il y ait peut-être des solutions. Ok, merci beaucoup. Koumbaba, donc rapidement. Vous l'avez compris, il y a beaucoup qui pensent que ce n'est pas un problème que la France soit partie, mais l'idée aujourd'hui, c'est que le Mali est un centre, en tout cas, est un centre géopolitique mondial. Vous, quelle est votre perception? Mais il va de soi que c'est un centre géopolitique mondial. On est maintenant aux yeux de la France, ce que l'Ukraine est aux yeux des Soviétiques. Donc, c'est le même enjeu et c'est de bonne guerre. Mais est-ce que cela voudrait dire que quand nous, on cherche à se défendre, quand nous, on cherche à survivre, que nous ne soyons pas entendus ou que nous ne soyons pas aidés à nos termes? Parce que la réalité, si nous écoutions nos autorités, c'est que dans la collaboration avec les forces Barkhane et Takuba, nos autorités ont voulu changer quelques donnes. Notamment la demande d'autorisation de survol avant qu'elle ne soit effectuée. Parce qu'avant l'arrivée de ces autorités, c'était le contraire qui était fait. C'est les armées maliennes qui devaient demander pendant 36 heures l'autorisation aux forces Barkhane de survoler. Et on est en territoire malien. Et quand ils ont demandé ça corsait un peu les jeux pour... Et mon frère Cissé dit que les forces politiciennes françaises sont toutes alignées derrière le président Macron. Je dis non. Peut-être nous ne regardons pas les mêmes journaux ou les mêmes médias. Parce qu'il y a beaucoup de voix politiques et non les moindres. Spécifiquement des députés, les représentants du peuple, qui se sont levés et s'indigner devant la politique française et l'échec patent de l'arrivée. Et il y a aussi des journaux belges qui ont dit, oui, peut-être on a dit que c'est l'illégitimité des forces maliennes, mais la vraie réalité, c'est que le mouvement des forces Barkhane et Takuba devenait corsé. Et la France ne voulait pas cela. Mais qui a l'ultime responsabilité de la sauvegarde du territoire malien? C'est nous. Tout le monde aujourd'hui, c'est des enjeux politiques, c'est le monde qui se redessine après la conférence de Berlin, et ce n'est pas grave. Mais chacun doit sauvegarder son intérêt. Et vraiment, pour moi, c'est très important que le Malien et la Malienne aujourd'hui alignent la passion et le patriotisme à la raison. Parce qu'on peut bien raisonner en étant patriotique. C'est pas parce qu'on est patriotique, et on nous dit toujours, c'est le peuple de la rue qui sort. Mais quand on va voter, c'est pas dans la rue qu'on sort pour voter. Mais quand on va voter, on est légitime et légal. Mais quand on sort pour dire autre chose qui n'est pas le vote,
Alors on dit que c'est le peuple de la rue, un peuple marginalisé, comme on dit, matérialisé et instrumentalisé, un peuple qu'on a payé. Moi, je n'ai jamais perçu d'argent de personne, mais je me donne la liberté de pouvoir dire ce que mon fort intérieur... Le vote permet un mariage oui, après on dit, attendez, il y a beaucoup de choses. L'accord pour la paix est une réalité, nous l'avons signé, nous nous sommes engagés, et je pense que tout Malien et toute Malienne, moi je ne suis pas du Nord. Je ne suis pas du Nord, mais entre 2012 et 2022, je suis allé une fois à Kidal, je suis allé 2 fois à Gao, 2 fois à Tombouctou, 3 fois à Moti, mais c'est à Moti qu'on m'a mis un pistolet à la trempe. Ça, ce n'est pas arrivé. J'ai fait 10 jours à Kidal, je dormais toutes les nuits, ma porte grandement ouverte. La France a fait son travail. Tellement, c'est pas que la France, parce que la France n'était pas là-bas. Aujourd'hui à Kidal, la France n'est pas à Kidal. La France a quitté Kidal. C'est la CEMA. C'est la CEMA qui garde Kidal. Et c'est très bien gardé. Donc nous avons les possibilités. Il faudrait... Non, moi je préfère la sauvegarde du territoire entre Maliens. La CEMA aujourd'hui, le CSP, ce sont des Maliens. Bon teint, bon norme. Nos autorités peuvent bien parler. Les terroristes aujourd'hui, Amadou Koufa, Iyad Agali, depuis la conférence d'entente nationale, c'est des voix maliennes non illégitimes, maliennes comme nous, qui ont demandé à ce qu'on négocie avec les fils et les filles du pays. Pourquoi pas? L'accord pour la paix, c'est pas nous qui l'avons signé avec nos frères? Alors, s'il y a des difficultés, la France ne peut pas dire, elle ne peut pas aimer le Mali plus que nous. Est-ce que la France aujourd'hui peut aimer? De la France, non, du tout. Ça dépend de nous. C'est très politique. Il y a des incompréhensions. Spécifiquement ce qu'il a dit. Nous devons gagner la guerre de la communication et de la sensibilisation. Beaucoup de gens aujourd'hui s'opposent à l'accord. Moi, je reçois tellement d'appels, même quand on devait créer Ménaka et Taoudéni comme région. Beaucoup de Maliens se sont dit, oh, c'est pas possible. Mais quand on les explique le pourquoi et le contexte, automatiquement, ils comprennent. Il faudrait qu'on puisse prendre le temps d'expliquer les différentes logiques. Pourquoi on veut une police territoriale? Pourquoi on a demandé les autorités intérimaires? Pourquoi on veut cette décentralisation poussée pour que les régions puissent se prendre en charge et s'administrer? Il y a des raisons pour cela, parce que l'État central n'a pas pu faire son rôle. Est-ce que ce bras de fer, en tout cas multiplié par non, ce que je veux dire, il faut faire attention à mélanger nos politiques extérieures avec nos politiques intérieures. Nos politiques intérieures sont de notre responsabilité et personne ne va dire ou soustraire à cela. Et on ne dit pas que tout a été bien fait par les FAMA, tout a été bien fait par l'État malien, tout a été bien fait. Non, ça c'est se leurrer, mais ça ne sera jamais bien fait par quelqu'un d'autre. La responsabilité première nous incombe. Attendez, il a parlé d'Air France. Oui, l'ambassadeur, son excellence ambassadeur, il a plaidé parce qu'il a pris Air Mauritanie pour rentrer chez lui et il a vu comment Air Mauritanie était plein. Depuis qu'Air France a arrêté ses vols, Turkish venait 2 fois. Turkish ne venait même pas une fois tous les jours. Mais tous les jours, Turkish venait 2 fois. C'était un manque à gagner. C'est la guerre de l'économie aussi. Et depuis combien de temps Air France est au rouge? Il y a eu combien de grèves? Toutes les années, on a au moins 3 ou 4 grèves d'Air France. Du personnel qui demande. Donc, est-ce qu'elle peut se permettre d'être clouée au sol ou ne pas venir au Mali 2 vols par jour? Tout est rempli. Ça, c'est de l'argent. Ok, donc, très bien. Alors, Koumbaba, on dépasse ses intérêts. Par rapport à la question de la politique étrangère, est-ce que ça vaut la peine de créer tous ces fronts contre... Est-ce que ça ne peut... Ça on ne crée pas de front, on ne nous a pas laissé le choix. Quand on dit que le Mali est isolé, je suis désolée. Mais hier, quand nos forces de défense et de sécurité, le colonel Sadio Kamara, le ministre de la Défense, quand il a appelé les alliés, les différentes ambassades européennes, elles sont venues ou pas? Elles sont toutes venues. Donc on n'est pas isolé. Je n'ai pas entendu une autre ambassade. Parce qu'il n'y avait pas ce communiqué qui dit... demande le communiqué, le sans délai n'était pas là, mais déjà le retard était annoncé. Et ils ont dit on est ouvert. La Chine n'est pas un État, la Russie n'est pas un État, l'Algérie n'est pas un État. Vous pensez qu'aujourd'hui, avec la levée de la CEDEAO, la CEDEAO va continuer à nous fermer les frontières? C'est de discussions politiques, c'est de situations tendues politiques, mais aucun pays du monde aujourd'hui ne peut être isolé parce que personne n'y gagne. Ok. Alors, Ami Baba Cissé, vous pensez que le Mali n'est pas isolé? Non, je pense que madame parle, elle-même n'est pas convaincue par ce qu'elle dit. Je suis très convaincue par ce que je dis, mon frère. Non. Je suis très convaincue. Dans les faits, nous, on parle dans les faits. Mais moi, je suis du terrain. Bien sûr, vous parlez de l'Algérie. Mais tu sais bien que l'Algérie, aujourd'hui, est en train de plaider pour le Mali. Mais bien sûr. Mais pourquoi l'Algérie le fait? Si l'Algérie peut... Mais nous-mêmes, nous plaidons pour le Mali. C'est beaucoup plus facile pour l'Algérie d'ouvrir sa frontière que d'aller plaider derrière la CEDEAO qui, jusqu'à présent... Non, c'est normal complet. Je vous parle diplomatiquement. L'Union européenne, globalement, ils ont pris une décision globale en sanctionnant même certaines de nos autorités.
Ça, c'est l'Union européenne, c'est la France qui est derrière ça. C'est ce que j'ai dit. Moi, je suis en train de parler des faits concrets. Il ne faut pas qu'on trompe les Maliens. Disons la vérité. On ne trompe personne. Non, je suis en train de vous parler de... C'est quoi la vérité pour vous? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, si vous voyez que Takuba, c'est ce que j'ai dit, quand la France a demandé, le Mali a demandé aux Danois de partir, ils sont partis ou pas? Ils ont dit qu'ils vont partir, mais on ne sait pas s'ils sont partis. Ils sont partis. Déjà, c'est effectif, ils sont partis parce qu'ils étaient nombreux. 2 jours après, ils sont partis. C'est pourquoi j'ai dit, si c'est la France là, que la France parte ou pas, les autorités doivent s'assumer pour faire un décret, qu'elle s'en aille. Que la France refuse là, parce que beaucoup de Maliens disent non, les Français ne vont pas partir même si on les chasse. J'ai entendu beaucoup ce discours. C'est pourquoi lui dit qu'il a été surpris. C'est vrai, moi je me dis toujours qu'il y aura des... Mais tu as vu le communiqué du gouvernement? C'est la même riposte qu'on a prise contre la CEDEAO à l'époque. Mais après, on est ouvert au dialogue. Aujourd'hui, on parle avec la CEDEAO. On peut aussi parler demain avec la France. Mais moi, personnellement, je ne veux pas que la France soit ici. Parce que les gens donnent l'impression qu'on défend la France. Non. Je vous ai dit que la France a poussé le Mali dans un certain nombre d'erreurs. Et le fait que je dise que Air France revient là, ce n'est pas par rapport à des trucs. On voulait faire revenir Air France à travers la Mauritanie. Air France avait refusé. Là, le vol est direct. Je le dis parce que l'ambassadeur, c'est pour montrer qu'on l'a renvoyé, alors que tout ce qui se passe, ce n'est pas de sa faute. Tout le monde sait que ce n'est pas de sa faute, c'est pas lui qui avait parlé. Et raison de plus, c'est pourquoi la France dit on prend acte que le Mali a fait une rupture militaire et je ne sais pas quoi. Le Drian l'avait dit. C'était une façon de nous avoir. Et aujourd'hui, on va réviser l'accord comment? Quel accord? Avec la France. L'accord de défense? Bien sûr. Okay. Vous avez parlé de l'accord de paix. Moi, personnellement, je suis de Tombouctou, je l'ai dit. Mais moi, je suis contre l'accord. Tu as vu le tollé que la police territoriale a entraîné ici. Même les groupes armés sont d'accord pour négocier ce accord. Moi, je ne suis pas contre l'accord. Non, mais ça, c'est vous. Mais nous, ça nous concerne beaucoup plus que peut-être toi qui es aussi ici. C'est pourquoi je le dis. Ça n'a rien à voir. Mais aujourd'hui, la dynamique dont tu parles, la politique nationale n'a rien à voir avec l'international. Ce n'est pas vrai. Les groupes armés... Non, j'ai dit ne mélangeons pas. On est obligé de mélanger. Aujourd'hui, qui finance l'accord? Qui parle de l'accord? C'est à l'international? C'est les Européens qui financent l'accord? La MINUSMA, particulièrement. Bien sûr, c'est à l'international. Les Nations Unies. La communauté internationale. Par la France. Mais l'Union européenne, la France fait partie des signataires de cet accord. Oui, mais c'est les Nations Unies. Mais je suis en train de vous expliquer. Mais vous oubliez que la France est une diplomatie, une puissance diplomatique. La France a bloqué tous ces circuits, c'est la France. Le problème qu'on a aujourd'hui diplomatiquement, c'est la France. Peut-être que vous refusez de l'admettre. Et moi, je sais quand même qu'en âme et en conscience, on est obligé de... Diop a tellement voyagé aujourd'hui, il va partout. Parce qu'il est en train de chercher à... Mais il est obligé. Mais il est obligé, mais le problème c'est quoi? Les gens ne vont pas vous écouter parce que quand les gens sont dans un ensemble, tu as vu quel pays faire un communiqué officiellement pour condamner le communiqué de la CEDEAO? Quel pays, à part le Mali? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? La Mauritanie, l'Algérie, ces pays qu'on traite de pays amis. Il faut qu'on arrête ça. Moi j'ai dit, même les Russes dont on parle, si les Russes nous soutiennent là, qu'on les voit ici comme on voit la France, avec leurs armes, avec leurs bagages, comme ils sont en Ukraine, comme ils ont été en Syrie. Peut-être que l'armée malienne ne veut pas de ça. Non, ce n'est pas que l'armée malienne ne veut pas. Non, c'est pas ça. Le monde est divisé depuis la guerre mondiale. Je suis en train d'expliquer. On est sous l'influence française. Si les Russes nous soutiennent vraiment, moi j'aimerais les voir ici et que les Français s'en aillent. Personne n'a dit que les Russes nous soutiennent. Les Russes nous soutiennent, ça on ne peut pas le nier. Mais est-ce que c'est les Russes dont on parle? C'est ça le problème. Mais quand même, on veut voir comme... Vous faites allusion à Wagner? Non, moi jusqu'à demain, je n'ai pas vu Wagner. Jusqu'à demain, je n'ai pas cette certitude. Même les Blancs qui le disent là, ils le disent peut-être, ils ont des éléments. Mais ils n'ont qu'à nous montrer des vidéos. Parce que les Français, les Américains, quand même, c'est des puissances. Ils n'ont qu'à nous montrer. C'est pourquoi je ne dis pas qu'ils ne sont pas là. Mais moi, je ne crois pas. Je reste toujours derrière les autorités qui les confirment. Et le problème même est venu de ça. Parce que si tu vois même que Macron parle, il parle de ça chaque fois, il parle de ça. Mais c'est ce que j'ai dit. Quand Assimi ou le gouvernement demande des preuves, moi, si je suis convaincu que ce que j'ai dit est vrai là, et que tu dis le contraire, je te demande des preuves. Jusqu'à demain, ils n'ont pas montré des preuves. Les photos qu'ils montrent, ils ont montré. Moi, je ne crois pas trop à ça. Ça peut être pris n'importe où. Okay. Voilà. Donc, globalement, je crois qu'on peut trouver la solution toujours avec... J'ai écouté Muntagatal hier. Il a dit clairement que le jour où il verra des mercenaires qu'il va les dénoncer et il va s'assumer. Donc, globalement, c'est une pression supplémentaire. Il a demandé qu'on négocie, que lui n'est pas comme les gens qui sautent dans la rue comme des cabris pour applaudir ce départ de la France. Ça veut dire qu'il est avisé que le départ de la France, contrairement à ce que Maître dit, va laisser un vide. Aujourd'hui, le nord est tellement large que l'armée malienne ne peut pas. Ce n'est pas la France qui a détourné les milliards. Mais pourquoi depuis que les autorités sont là, ça n'a pas avancé? Il a parlé de ce qu'Ibeka a fait comme argent. Mais on n'a pas vu ça. C'est les mêmes officiers qui ont détourné. Bon, bref, c'est des choses qu'on ne peut pas ouvrir tout de suite. On a besoin de cohésion autour de l'armée.
Mais aussi, on a besoin de cohésion dans l'opinion. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des gens qui n'ont pas l'impression que le monde, là, c'est un jeu d'échecs où il faut réfléchir avant de pousser le pion. Ok, on va parler de dernier sujet, notamment de l'attribution des logements sociaux, des habitations à vocation sociale. Donc, Maître Koto Traoré, vous, on a appris qu'une enquête est ouverte. Est-ce que vous avez espoir? Est-ce que des têtes doivent tomber? On avait des rectifications à faire sur la première thématique, c'est très important, il y a beaucoup de choses à rectifier à l'égard de mon grand frère, mais on va faire l'isolement du Mali. Je pense que le Mali n'est pas isolé. On y va sur le deuxième sujet. Le Mali n'est pas isolé, ça c'est la propagande des médias extérieurs. Ça fait partie aussi de la politique extérieure française. Donc pour revenir à votre question, vous parlez, est-ce que les têtes ne doivent pas tomber? Moi je me réserve d'abord le droit d'en savoir plus, puisque nous avons quand même vu la liste sur les médias, les scandales dénoncés sur les médias, et on a vu les décisions prises par le gouvernement. Notamment la suspension. Voilà, pour la suspension, et le gouvernement voudrait quand même qu'il y ait de lumière là-dessus. Okay. Maintenant, moi j'aurais quand même voulu que nous ayons des éléments probants pour pouvoir se prononcer. Mais ce que je peux dire, c'est-à-dire les pratiques que le pays a connues. Vous savez, le problème du Mali, ce n'est rien d'autre que la corruption. J'ai parlé de manne financière. Bon, grand frère, c'est qu'il y a une manne financière réservée pour l'armée malienne, même si ce sont les mêmes officiers, avec les hommes politiques. Parce que ce que mon grand frère oublie, l'armée et les forces de sécurité sont soumises aux autorités civiles et régulièrement constituées. Cela veut dire de 91 jusqu'au 18 août 2020, c'était des autorités civiles. Qui n'ont pas fini leur mandat. Sauf la période de la transition. Ouais, sauf la période, sauf la période de la transition. Donc je voudrais tout simplement dire, en ce qui concerne l'attribution de logements sociaux, il faut faire la lumière, et si les éléments attestent qu'il y a eu des défaillances, il faut sanctionner, parce qu'on ne peut plus continuer à encourager les actes de corruption qui affaiblissent davantage un état de droit. Ok, merci beaucoup, Maître Koto. On va donner la parole maintenant à Aliou Maman Baba. Aliou, Maître estime lui pense qu'il faut attendre voir l'aboutissement de cette enquête-là. Vous en dites quoi? Merci beaucoup pour la question. Je pense que si on voit déjà que la décision d'attribution a été annulée pour ensuite attendre qu'on revoie, c'est que déjà il y a un grave problème qui est là. Moi, ce que j'ai à dire d'abord pour nos autorités légitimes... Quelle est la gravité du problème? La gravité du problème, c'est qu'on ne peut pas combattre la corruption, l'injustice, l'impunité pour ensuite pratiquer les mêmes pratiques que vous avez combattues dans la rue. On ne peut pas aller dans ce sens. Le problème est que dans ce pays, chaque année, ça a été comme ça. Mais dans les autres régimes, quand même, ils ont su mettre la main un peu sur ça, caché. Mais là, c'est flagrant qu'on voit des personnalités publiques dont les enfants sont parmi les bénéficiaires de ces... On ne dit pas qu'ils ne doivent pas en être des bénéficiaires, parce que si c'est des Maliens, ils sont... comment on l'appelle? C'est la liste des bénéficiaires légitimes. Ils peuvent l'avoir. Mais il faut faire la chose dans les règles de l'art. Vous savez que nous sommes dans un pays où il suffit d'un petit étincelle pour que le peuple se sente vexé dans son âme, où la pauvreté a atteint un niveau tellement que il suffit de voir un individu qui est un peu à l'aise pour qu'on dise qu'il a volé pour avoir ce qu'il a eu, même s'il a travaillé dur pour l'avoir. Donc moi, j'aurais aimé quand même que cette liste-là, j'aurais aimé ne pas voir certains noms, le nom de certaines personnes sur cette liste. Et c'est ce nom-là que moi je... Non, parce que tout simplement, c'est que je vous dis tout de suite, vous avez combattu, on a combattu la corruption. Même si vous avez trouvé des voies légales, excusez-moi, pour donner les maisons là à ces gens-là, le peuple ne va pas croire à ça. Le peuple va toujours dire que ça a été comme ça. Et maintenant... Toutes les autorités ne savaient pas. Par exemple, la personne... Comment on peut attribuer des maisons à des individus et que il y avait une les commission autorités disent... qui travaille là-dessus. Oui, la commission rend compte au ministre. Et le ministre rend compte aussi à sa hiérarchie. C'est ça aussi le problème. Okay. Maintenant, juste que pour finir à ça, si ils finissent de résoudre le problème,
les anomalies, ils disent les anomalies. Non, ce ne sont pas des anomalies, c'est des fautes graves que vous avez eu à commettre. Pour résoudre ça, j'aurais aimé que désormais, quand vous allez faire sortir ces listes-là, appelez les médias, les télévisions, mettez-les à leur disposition, faites en sorte que ça soit public. La loterie, on prend ceux qui sont légitimes, on leur donne ces maisons. Ok, très bien. Donc, Aliou parle de manque de transparence. Vous, comment est-ce que vous avez vécu cette affaire-là qui a en tout cas enflammé la toile? Je l'ai vécu très mal et je continue à la vivre très mal. Déjà, je salue le début de bonne foi que nos autorités ont manifesté en dissolvant, comment dire, quand la commission a été, non, la commission a été dissoute. Ah, ok, oui. Et maintenant, le processus d'attribution a été suspendu. Ça, c'est déjà bien. Et une enquête ouverte. Mais je me dis que depuis l'arrivée de ces autorités, depuis août 2020, ça fait la communième enquête qui va être ouverte sans suite. Donc, j'espère que nous allons avoir des suites à cette enquête. Parce que nous ne pouvons pas, comme Baba vient de le dire, accepter des fautes pour des régimes qui sont passés et accepter les mêmes corruptions, les mêmes népotismes. Oui, on me dit souvent, mais c'est des Maliens, ils ont droit. Je dis oui, tant qu'ils respectent les critères, ils ont droit. Mais quand même, c'est un peu curieux que sur 13 000 et quelques, que c'est cette fois-ci seulement qu'ils gagnent. Ils n'ont jamais postulé. Pourquoi c'est maintenant, aujourd'hui, qu'ils ont leur nom dessus? Et ceux qui, parce qu'on a beaucoup d'homonymies chez nous, nos noms propres sont des noms communs. Si tu dis Kumbaba, Kumbaba, tu vas sortir facilement 200 000 Kumbaba au Mali, sur les 20 millions d'habitants. Donc, mais ceux qui ont eu leur nom sur la liste et qui ont été indexés, en tout cas, j'ai entendu 2 voix non les moins sortir pour dire ce n'est pas moi. Je n'ai jamais postulé, à plus forte raison d'être retenu. Mais les autres qui n'ont pas parlé, ça veut dire que c'est eux. Donc vraiment que le gouvernement diligente le processus, je m'en veux même le fait que le ministre n'ait pas été relevé de ses fonctions. Parce que pour moi, toute la chaîne qui a participé à cette attribution devait être relevée le temps de voir clair. Donc c'est ça qui aurait été le bon signal. Le ministre aussi devait être relevé. Okay. Très bien. Hamid Baba, vous pensez que le ministre doit démissionner? Absolument. Je pense que c'est le ministre même qui est le principal acteur de tout ce qui se passe. On n'a même pas besoin d'enquête. Je comprends bien Maître, parce que lui, il est dans les procédures. Mais il sait que quand les procédures sont violées dans une affaire, c'est la nullité. Sauf si je me trompe. Il y a le fond, il y a la forme. Pour qu'on puisse bénéficier des logements sociaux. En fait, comme il a dit là, même si aujourd'hui là, certains sortent pour dire que ce n'est pas eux, on peut les comprendre. Mais pour que tu puisses même faire un dépôt, c'est depuis 2019. Moi, je fais partie des gens qui ont postulé en 2019. Je l'ai déjà postulé. Bien sûr, je parle de moi. Donc, si on nous dit que ce sont des gens qui ont postulé depuis 2019, les traces doivent être au niveau des banques. Et moi, il y a 2 à 3 numéros. Parce que cette affaire, moi, je suis dans ces investigations depuis 2015. Quand Draman Dambélé était là, il n'y avait même pas de commission. C'est Draman Dambélé même le département qui distribuait. Après, il y a eu des problèmes, on a mis la commission. Et c'est la même commission. C'est la deuxième fois que la commission donne des maisons. La première fois, tu ne peux pas entendre que des gens ont eu qui n'ont pas postulé. Et c'est normal qu'il y ait des quotas. Comme on le dit, ceux qui défendent même aujourd'hui disent que non, les noms qu'on voit, que c'est normal parce que tel ministre, telle personne doit donner un quota. Moi, je ne dis pas que c'est le président, je ne dis pas que c'est le PM à ce niveau. Parce que le fait même qu'il y a annulation, c'est qu'au haut sommet, on a dit donner des injections. Mais le fait que le communiqué, la liste que vous avez, la liste provisoire que la commission établit, elle doit remettre au ministre. Et le ministre, après observation, doit amener en conseil des ministres. Tout ça, là, ça n'a pas été fait. Parce que si ça a été fait, tous les ministres en conseil des ministres allaient voir ces noms-là. Ils ont dit, ah mais qu'est-ce qui a fait que... Et moi, je connais même des éléments du M5 qui sont sur cette liste, qui étaient en train de dénoncer le président de la commission, qui dénonçaient même le directeur de l'OMH, pour dire qu'il y a une liste qu'ils veulent faire passer. Ils n'avaient pas leur nom là-dessus. Mais, malheureusement, j'ai aussi vu qu'il y avait beaucoup de confrères qui étaient censés prendre la relève en cas de guerre médiatique, mais qui sont restés bouche bée. Moi, j'ai aidé des confrères à chercher, en leur montrant la procédure. J'ai dit que je l'ai eu. C'est transparent, les gens peuvent vérifier, sinon je n'aurais pas mis ma bouche là-dedans. Moi, je n'ai aucun intérêt aujourd'hui à parler de ça. Mais c'est une guerre qu'on menait déjà. Comme elle a dit, on ouvre les enquêtes, ça ne va pas être refermé. Il faut trouver maintenant... Vous n'avez pas espoir, quoi, en fait. Non, moi, je pense que le mal est déjà connu. Le fait de dissoudre la commission, cela veut dire que vous accusez directement la commission. Il faut d'abord ouvrir des enquêtes, voir qui a failli, qui n'a pas fait. Et dans la commission, il y a des gens qui ont pris de l'argent. Moi, j'ai vu des gens qui ont signé des actes notariés, maîtres.
des actes notariés avec des numéros, mais ces numéros sont revenus dans cette attribution. Comment vous pouvez comprendre ça? Je pense que la commission ne travaille pas gratuitement. Donc si elle n'était pas la commission est même sous-tutelle du ministère. Donc si la commission aussi n'est pas dissoute, tout ce temps-là, malgré les sanctions et tout, on sera obligé de payer la commission. Mais il y a une chose, Kumba. Donc à la dissolvant, au moins on économise un peu. Il y a une chose encore. Quand la liste est sortie sur les réseaux, comme je l'ai dit là, c'est l'OMS qui doit afficher ces résultats-là. Pourquoi ça n'a pas été affiché là? Nous, nos résultats ont été affichés un peu partout dans les centres où les gens postulent. Donc ça n'a pas été le cas. Maintenant, je crois globalement que le ministre, comme elle a dit, devait être sanctionné pour que les autres n'imitent pas ça. Tout à fait. Voilà. Ok, dernier tour de table sur le sujet. Voilà, bien sûr. Moi, je voudrais dire à mon la procédure, comme il a dit, à mon grand frère, que ça, vous savez, il y a la communication politique. Je comprends les interventions des uns et des autres. Comme il a si bien dit, l'une des revendications phares de M5, c'était la lutte contre la corruption. Et j'ai dit que les actes de corruption ont affaibli le Mali. Et on ne peut pas continuer à les accepter. Mais je voudrais qu'ils fassent la part des choses. Il y a ce qu'on appelle la sanction administrative et la sanction pénale. Dans cette affaire, vous parlez de relever le ministre. Ça peut être une sanction politique administrative et d'autres personnes. Mais pour aller devant le juge, pour prononcer sur des faits de corruption et poursuivre les gens sur la base, c'est-à-dire de la loi pénale, il faut des éléments probants. C'est à ce niveau que je dis, il est temps qu'il est pour moi... Une enquête de ce genre n'est pas ouverte. Une enquête de ce genre, ça va venir peut-être administrativement, parce que c'est l'enquête administrative qui a précédé. C'est-à-dire de la dissolution, ça a été prise au niveau du gouvernement. Ça n'a pas été décidé par un juge. C'est le gouvernement qui a décidé de dissoudre la commission d'attribution. Cela veut dire qu'il y a un problème. Mais nous attendons que les éléments soient réunis administrativement et peuvent aller relever les ministres et d'autres personnalités. Maintenant, si les faits de corruption sont établis, les faits doivent être déférés devant la justice et la justice se prononcera. Maintenant, pour revenir sur un aspect... Il y a déjà des gens que la justice a interpellés. D'accord, là c'est déjà bon, je viens de l'apprendre. Là, je viens de l'apprendre avec vous. Je voudrais quand même dire, la nature des logements sociaux, c'est quoi? La nature même prouve à suffisance que les logements sociaux sont faits et destinés à une catégorie, c'est-à-dire des citoyens. Une catégorie de citoyens, c'est-à-dire en termes même de la gouvernance inclusive et participative, c'est-à-dire l'État aussi a le droit d'assurer le bien-être à tous les citoyens. Il n'est pas quand même dédié à celui qui n'est pas dans le besoin. Quand vous voyez un logement social attribué à celui qui n'est pas dans le besoin, ça pose problème. Pour déjà une population, comme il a si bien dit, à majorité quand même pauvre. Donc il faut que vraiment les actes de corruption, le gouvernement doit veiller. Parce que ça c'est très important. Ça a été même la cause principale de l'échec de tous les régimes politiques. Parce que tous les élites politiques qui sont devant la justice, ils ne sont pas devant la justice pour autre faire, c'est pour des faits de détournement, de corruption, etc. Il est temps que cela cesse dans tous les domaines. L'État doit veiller et l'État doit s'assumer. S'il y a corruption, il faut des sanctions administratives et il faut également des sanctions pénales. Ok, très bien. Aliou Mahaman Baba, vous avez espoir que l'enquête aboutisse à quelque chose? Pas du tout. Pas du tout, dans la mesure où, déjà, en fait, le problème, il est fondamental. Hein? Il est fondamental du moment où grand frère même le disait tout de suite, c'est le problème, le truc de quota. C'est quand il y a affaire de quota que vous allez trouver ce genre de liste qui vient d'apparaître. Maintenant, si grand frère doit donner 20 personnes, madame doit vous donner 20 personnes, chacun doit donner 20 personnes. Et les critères servent à quoi alors? Voilà, c'est la question que j'allais poser. Les critères servent à quoi? Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, la population malienne. Il faut véritablement qu'on nous informe, nous. Parce que moi, avant, je pensais que les logements sociaux étaient destinés aux pauvres. Mais en réalité, ce n'est pas pour les pauvres, grand frère qui a cherché. Ce n'est pas pour les pauvres. C'est pas pour les pauvres. Parce qu'on doit payer. Il y a une responsabilité à payer. La majorité des Maliens ne savent pas. C'est pourquoi dès que les listes sortent, les gens sortent pour crier par-ci et par-là, dire que ce n'est pas pour nous. Il faut leur faire comprendre dès le départ que quand tu n'as pas tel revenu, tu ne peux pas prétendre à un logement social. Ça, c'est le deuxième aspect. Il faut juste, pour finir avec mon intervention, arrêter de faire l'aspect de quota. Il n'y a pas de quota
là où il y a déjà des critères. Vous avez les critères, respectez les critères et le peuple va vous suivre. Informez aussi le peuple, c'est tout. Très bien. Alors, Koumbaba, par rapport à ce sujet, vous pensez que cette enquête, la suspension c'est une bonne nouvelle déjà, certainement. Mais vous, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Bon, d'abord, je veux répondre à ce que mon frère vient de dire pour terminer. C'est que il faudrait d'abord qu'on puisse croire que c'est vrai, les logements sociaux, c'est pas pour les pauvres parce qu'on doit payer une mensualité si on ne travaille pas. Et il y a différentes catégories. Mais qu'à cela ne tienne, bon, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais j'ai oublié. J'ai oublié, malheureusement. J'ai oublié, mais par rapport à ta question, moi j'ai espoir. J'ai espoir parce que je me dis d'abord, c'est pas la première fois qu'il y a eu des dénonciations. Bon, les personnes sont mortes dans notre éducation, on ne parle pas de mort, mais si vous voyez l'histoire des attributions, il y a un ancien premier ministre, paix à son âme, sa femme, ses enfants avaient eu des logements sociaux, il y avait eu des dénonciations. Chez Maouli Kabouafanga, rien d'autre ne s'est passé. Ça s'est arrêté là. Donc je me dis, là quand même, c'est déjà un début de changement. Ok, ce que je voulais dire, c'est que les quotas sont normaux. Ils sont normaux parce que il y a eu au dernier conseil de ministres l'explication, parce qu'ils ont pris un décret spécifique, pour l'attribution. Justement, quand on a des forces armées maliennes qui tombent sur le front et qui laissent des indulgents, des familles sans aucun revenu, c'est fort normal que l'État attribue. S'il n'y a pas une loi qui encadre, disons que quand on va construire 20 000 maisons, 5% seront réservés au service social des armées. Et quand nos footballeurs, nos sportifs, en général, gagnent des trophées ou participent à des compétitions de haut niveau. On voit même le président Macky Sall qui vient de le faire. Et ça a été fait chez nous. Donc, s'il n'y a pas un cadre juridique qui, comme on dit, régule cela, ça peut poser des problèmes. Il peut y avoir des revendications pour dire on n'est pas d'accord. Nous, on est comme on dit, des jeunes diplômés sans emploi. Nous aussi, on a fait ça, on n'a pas. Donc, je pense que les quotas, c'est bon. Tant que tout ce qui est fait est écrit quelque part et répond, il n'y a pas de souci. Mais quand on voit des personnes qui, en tout cas à notre entendement, ne sont pas des indulgents, n'ont même pas postulé ou qui ont postulé dans le passé, mais justement aujourd'hui, par coup de miracle, se retrouvent proches du gouvernement et se voient attribuer. Et on voit beaucoup qui disent, j'ai pas vu mon nom, j'ai pas été retenu, sans qu'on ait des explications. Je pense que même le front de ceux qui n'ont pas eu les logements sociaux doivent s'organiser, prendre un bon avocat, faire une class action suit, je ne sais pas comment on dit ça, maître, mais que des groupes de dizaines, centaines de personnes qui ont été récalées exigent l'enquête. Et là, les juges vont se saisir. Très bien. Ami Baba, si c'est rapidement sur le sujet, vous proposez quoi concrètement comme solution? Bon, moi je crois, vous savez, comme ils l'ont dit, moi je l'ai dit, je traverse chaque jour ces logements sociaux et c'est déplorable ce que je vois. Il y a des maisons aujourd'hui dont on a volé les portes, on a volé les fenêtres. Mais des voisins directs qui sont à côté de moi depuis 2019 n'ont pas aménagé dans leurs maisons. Cela veut dire qu'on donne les maisons à des gens qui n'en ont même pas besoin. Alors que le texte est clair. 3 mois après l'attribution, si tu n'aménages pas, on doit te retirer la maison. Il y a des maisons même que l'OMH est en train de vendre à 31 500 000 francs. Ça, c'est pas pour des pauvres. Il y en a qui ont eu les maisons qui ont totalement démoli et qui les ont reprises. Ça, c'est pas pour des pauvres. Donc, je pense que globalement, comme on a dit, on peut donner des quotas, comme elle a dit. Mais les quotas, si on demande à Maïga de donner 5 personnes, il faut que ces 5 personnes soient des gens qui sont dans le besoin. Ça, on ne peut pas éviter ça. Nous-mêmes, on était en train de se battre par rapport à la presse. On dit que si chaque attribution, on pouvait donner un certain quota à la presse, ça allait aussi aider les journalistes petits. Ça, c'était moi, mon idée. Sinon, moi, j'ai cherché pour moi, je n'ai pas appelé quelqu'un. Donc, c'est une question de chance. Les pauvres, bel et bien, arrivent à avoir ça, parce que moi, je sais que je n'ai pas donné un franc, je n'ai pas pris une arme. Et il y en a, malheureusement, aussi, c'est les circuits, il faut avoir des relations. Mais quand même, il faut que la personne qui va chercher ça soit dans le besoin. Je n'ai pas lu les nouveaux décrets, mais je crois que la situation qui est en train de venir, ça fait que chaque fois, on va s'améliorer. S'il y a eu des problèmes par le passé, le nouveau décret est censé... Et dans tous les départements, certains départements sont représentés dans la commission. Le ministère des Finances, le ministère de l'Habitat, il y a beaucoup de ministères. C'est pourquoi tout ce qui s'est passé ne devrait pas se passer. Donc l'enquête là, c'est les mêmes qui vont ouvrir ça.
et ils vont essayer de... Et les critères actuellement, dès que tu as une maison en ton nom, tu ne peux pas postuler. Bien sûr, mais on a... Dès que tu as une maison en ton nom, mais combien de personnes postulent? Même maintenant. Alors qu'elles ont des Même maisons. maintenant, moi j'ai vu le nom du ministre de l'Arène qui est dans sa maison. C'est quel ministre? Non, le ministre de l'Action sociale même, le ministre Imam Oumarou Diarra. Il a son nom là-dessus. Il a son nom dessus. On ne sait pas si c'est lui encore, mais il n'a pas démenti. C'est lui. Il n'a pas démenti. Moi je te le confirme, c'est lui. Mais c'est pas lui. Est-ce que c'est lui qui a mis son nom? Donc on ne peut pas lui imputer ça. Mais quand même, si ça avait passé, peut-être que beaucoup de gens n'allaient pas parler. C'est très grave. Voilà, merci beaucoup. Ainsi prend fin ce débat politique. Nous avons essentiellement parlé du retrait de la force Barkhane et de Takuba, mais également de cette affaire des logements sociaux apparemment mal attribués. Et donc nous avons reçu sur ce plateau Maître Koto Traoré, qui est avocat au barreau du Mali. Maître Koto, merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur ce plateau. Aliou Mohamed Baba, vous êtes éducateur, merci beaucoup à vous également. Merci. Et également Kumbaba, femme leader, communicante genre, merci beaucoup. Merci à toi et merci à mes co-débatteurs et merci à mon frère Cissé. Ami Mohamed Baba, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Figaro. C'est un plaisir. Merci infiniment à tous d'avoir accepté notre invitation. C'est ce qui m'a donc fait à ce débat. À très bientôt sur Alafia TV, Canal Plus 235.